François Constantini, bonsoir et Bonsoir. merci d'être présent dans notre émission de géopolitique. Vous êtes un spécialiste des questions de l'islam et des questions du Moyen-Orient, et j'aimerais avoir votre analyse sur le rapport concernant l'emprise des frères musulmans, un rapport qui a été rendu public, mais qui date, paraît-il, d'au moins un an et qui fait, sauf erreur de ma part, 73 pages. Bon, je l'ai lu comme vous et j'aimerais bien avoir votre point de vue de spécialiste. Merci Gilbert Collard d'abord pour votre invitation. Bonsoir. Ce rapport, en quelque sorte, il décrit historiquement ce qu'est la confrérie des frères musulmans, qui, il faut rappeler avant tout, au départ, a été fondée en 1928 en Égypte par Hassan al-Banna et Saïd Kopt, en réaction à un événement essentiel, c'est qu'en 1923, en Turquie, Mustafa Kemal Atatürk non seulement dépose le sultan, qui est l'héritier notamment, en quelque sorte, de la lignée des commandants de l'islam, tant au plan temporel qu'au plan religieux, et il abolit également le califat. Khalif en arabe, ça veut dire successeur, c'est les successeurs du prophète Mahomet se sont donnés d'être des commandeurs des croyants, tant au plan spirituel qu'au plan temporel. Et les frères musulmans se sont inscrits en faux par rapport à la décision spectaculaire de Mustafa Kemal en 1923 d'abolir le califat. Et c'est pour ça qu'en 1928, en créant en Égypte la confrérie à Ismaïlia, la confrérie des frères musulmans, ils se sont donnés pour projet, comme finalité, comme ligne d'horizon, le rétablissement du califat, c'est-à-dire de réunifier les musulmans sous une seule bannière politique et religieuse. Alors, en quelque sorte, le rapport est en quelque sorte une longue litanie, un long manuel de l'histoire des frères musulmans. Ça, il n'y avait pas besoin de faire un rapport pour ça, il suffisait de faire des copier-coller, ce qui a vraisemblablement été fait. Et il nous parle notamment de l'emprise des frères musulmans dans les pays de l'Union européenne, leur relatif recul dans les pays musulmans parce qu'ils sont combattus pas seulement pour des raisons d'islamisme, mais également pour des raisons de concurrence dans des pays comme l'Arabie saoudite, parce qu'on parle des frères musulmans, mais on pourrait parler également des wahhabites, des salafites, des takfiristes, autres obédiences de l'islam radical qui sont également présentes, très présentes en France. Et puis également, il nous parle par contre de leur pénétration assez spectaculaire au sein des instances de l'Union européenne. Et on omet de nous parler notamment de deux choses. C'est d'une part l'immigration, c'est que la confrérie des frères musulmans n'est pas arrivée à un point notamment de présence, de pénétration de tous les pores de la société, mais il est arrivé notamment par une politique migratoire massive. On oublie également de nous parler d'un certain nombre de complaisances, notamment j'aurais voulu qu'on parle d'un certain nombre de personnalités politiques, d'élus, notamment de personnes comme M. Georges Soros, notamment qui encouragent un certain nombre d'obédiences proches des frères musulmans. Et puis enfin, alors là, la chute finale est assez, à mon sens, significative et édifiante, c'est qu'on nous dit globalement, si vous voulez que les frères musulmans ne prennent pas le pouvoir, eh bien appliquez leur programme. Enseigner l'arabe, alors que dans les écoles, alors qu'on devrait l'enseigner arabe, à mon sens, mais à partir des lycées et dans les filières universitaires pour comprendre le prochain. Moi, je suis très favorable à l'enseignement de l'arabe, notamment des filières de connaissance de l'islam et du monde arabe, mais pas de cette façon. On nous dit que notamment il faut demander, il faut exiger plus de représentation, en tout cas de l'islam dans la cité, qui est allé, ce qui consiste à aller en travers notamment du principe de laïcité. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, il faut reconnaître l'État palestinien, y compris dans les circonstances actuelles qui sont des plus contestables. Donc visiblement, la chute finale de ce rapport, je ne sais pas par qui il a été écrit, mais on sent en tout cas qu'il y a à la fois... Le rapport dit qu'il faut. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu ce passage. Le rapport dit clairement qu'il faut reconnaître l'État palestinien. Ah oui, Bon, il dit que le conflit israélo-palestinien est un facteur euh, conflictuel, hein, et qu'il est du reste utilisé pour activer l'antisémitisme. Mais je n'avais pas remarqué qu'il était dit que
il Ah, fallait reconnaître l'État palestinien. il prône, à mon sens, hein, j'ai bien vu notamment, il prône une reconnaissance de l'État palestinien. On pourrait retrouver d'ailleurs les pages, ce qui est d'ailleurs assez Oui. édifiant. Et n'oublions pas quand même que le Hamas a une filiation directe vis-à-vis des frères musulmans, puisque le mouvement des frères musulmans a été créé en 1928 en Égypte, et dès 1931, il y a en Palestine, dans la Palestine mandataire, des prédicateurs qui sont envoyés par les frères musulmans pour mobiliser la population palestinienne, qui sont notamment accueillis à bras ouverts par Amin al-Husseini, qui est le moufti de Jérusalem, qui est à la fois l'oncle de Yasser Arafat et qui sera tristement célèbre dans l'histoire pour être un des grands amis d'Hitler et un des partisans de la Oui. solution finale, entre guillemets. Voilà. La date de création du Hamas, c'est quelle année? Je ne m'en souviens plus. Alors, le Hamas se constitue dans les années 80, se constitue dans les années 80. 81, Euh, voilà, ouais. ouais, dans les années 80, il est surtout présent lors de la seconde intifada en 1987. C'est là qu'il se Oui, révèle, mais hein. alors comment peut-on faire un lien entre le Hamas et les frères musulmans? Parce que les Alors, frères musulmans, c'est 1928, hein. voilà, il y a des liens. Je vous ai dit, il y a des prédicateurs qui arrivent dès 1931, des prédicateurs qui arrivent en Palestine, envoyés d'Égypte, hein, et 1931, c'est le moment où on va voir le livre blanc, où les deux communautés juives et arabes se cristallisent, commencent à s'affronter. Il y a déjà des affrontements de part et d'autre. Les Britanniques ne savent plus comment Ouais. régler, hein, les problèmes du mandat. Et on a une population musulmane, arabe, en Palestine, qui est travaillée déjà par les frères musulmans, par des prédicateurs. Et comme je vous l'ai dit, ils ont notamment l'oreille d'Amin al-Husseini, du moufti de Jérusalem, qui est la principale figure de l'islam à l'époque, qui est l'oncle de Yasser Arafat, et qui, comme on le sait, sera tristement célèbre plus tard pour avoir été un des partisans de la solution finale, hein. Il se réfugiera à Berlin un moment, puis il fuira en Égypte. Il sera d'ailleurs même exfiltré, paraît-il, par les services de renseignement français dans des conditions plus ou moins rocambolesques. Et on sait, alors le Hamas a plus ou moins dissous ses liens avec la confrérie des frères musulmans, hein, parce que le Hamas a une certaine autonomie, mais il reste quand même dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, dans sa pénétration de tous les ports de la société, notamment à Gaza, véritablement un ultime avatar des frères musulmans. L'épreuve d'ailleurs, c'est que les liens qu'il a avec l'Iran s'expliquent également par le fait que le régime iranien, tout chiite qu'il soit, a toujours eu des liens assez bienveillants et assez proches avec la confrérie des frères musulmans. D'ailleurs, il Oui. s'est inspiré notamment lors de sa prise du pouvoir en 1979 des techniques prônées par les frères musulmans. Alors, dans le rapport, il est écrit que la structuration des frères musulmans s'est faite, je lis, hein, dans les années 1970-1980. Et le rapport fait remonter la pénétration des frères musulmans en Europe et en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, à une soixante-dizaine d'années à peu près. Est-ce que ça vous paraît Oui, oui, justement, cohérent? il y a un point central névralgique, c'est notamment la Suisse, avec notamment la famille d'Hassan al-Banna, notamment son épouse et son gendre, qui est Saïd Ramadan, Ouais. le père notamment du célèbre Tarek Ramadan, le Tartuffe musulman, vous savez, celui Oui, le qui prêche Tartuffe tripoteur, oui. Oui. oui, Oui. exactement. On pourrait l'appeler le Tartuffe musulman, exactement, puisque il est visiblement aussi compétent en prêche musulman que notamment pour chasser des femmes dans des conditions assez glauques. Et son frère, et en fait, Tariq Ramadan et son frère Saïd Ramadan sont les petits-fils d'Hassan al-Banna. Notamment, leur mère est une fille d'Hassan al-Banna, et leur propre père a installé notamment un centre islamique en Suisse, et qui a permis Alors notamment aux frères musulmans de rappelons tourner un quand peu même que partout. Hassan al-Banna est le créateur des frères musulmans en Avec, 1928. avec Hein. Saïd Et Kopt. voilà. Et je me permets de rappeler sa déclaration de principe, hein, qui figure du reste dans le rapport. Nous, les frères musulmans, sommes comme un immense hall dans lequel n'importe quel musulman peut entrer par n'importe quelle porte pour partager ce qu'il souhaite. Rechercherait-il le soufisme, il le trouverait. Rechercherait-il la compréhension de la jurisprudence islamique, il la trouverait.
rechercherait-il du sport et du scoutisme? Cela est ici. Rechercherait-il le combat et la lutte armée? Il les trouverait. Vous êtes venus à nous avec les préoccupations pour la nation. Je vous accueille. Ah, tout est dit. Tout est dit, en effet, c'est une Tout est stratégie dit parce qu'on que va. c'est. Oui, je vous en prie, Oui, allez-y. c'est ce qu'on appelle une stratégie totale. C'est-à-dire que les frères musulmans sont peu regardants. D'une part, regardons, c'est une confrérie qui se veut secrète. On tait son appartenance. Et frères, ça fait penser à quoi? Eh bien, ils sont calqués sur la franc-maçonnerie, en quelque sorte. Et N'oublions pas. Alors, je retrouve des éléments du secret maçonnique, mais aussi, pour avoir lu Gramsci, euh, je retrouve tous les ingrédients de la lutte révolutionnaire. Hein, exact, exactement. Alors, l'entrisme trotskiste, le secret, la cooptation, la voilà. menace. La Euh, confrérie est secrète. Et puis il y a le côté de frère. Le frère, ça fait notamment penser à la fraternité qu'il y a notamment chez les francs-maçons. On tait son appartenance. N'oublions pas qu'il y a également entre, alors pas toute la franc-maçonnerie, mais une partie de la franc-maçonnerie et l'islam, un certain nombre de connivences. Par exemple, Abdelkader, l'émir Abdelkader, qui était quand même quelqu'un de très très musulman, pratiquement. Alors ça voulait pas dire qu'il était quelqu'un, c'était plutôt quelqu'un de remarquable au plan personnel, hein, mais ah on oui, l'a considéré que comme un musulman intégral. Il a été également, on s'est posé la question de son appartenance à la franc-maçonnerie. En tout cas, il a été proche des milieux maçonniques. Et on peut penser que les frères musulmans ont calqué leur action. Alors, je ne dis pas, bien sûr, hein, ils n'ont rien à voir dans leur action avec la franc-maçonnerie. Les uns et les autres sont séparés, mais ils ont copié en quelque sorte la matrice en quelque sorte de la franc-maçonnerie. Et ils pénètrent un peu partout. Les frères musulmans ont une stratégie assez habile, une stratégie de pénétration un peu partout. Vous l'avez dit, dans le sport, dans le milieu associatif et même dans le soufisme, alors que le soufisme est peut-être une des facettes les plus sympathiques de l'islam. oui, oui, le Médirage, c'est la plus intelligente, à mon avis. Hein. Ce sont des mouvements non seulement de spiritualité, mais ce sont des mouvements également où on amène la réflexion sur soi. On Bien sait que sûr. le Alors, soufisme est le peut-être quelque rapport, chose qui d'ailleurs pourrait aider l'islam, mais il pénètre également, même les confréries soufistes sont appelés notamment à être voilà. pénétrés par les frères musulmans. Pour être très clair et que nos amis nous comprennent bien, le but des frères musulmans, qui sont toujours pas interdits, du reste en France, hein, sauf erreur de ma part, hein, le Non, non, but des frères, hein, voilà, le but des frères musulmans, c'est la charia, hein, bien sûr. c'est la conquête de l'Occident, hein, c'est la création d'un État islamique et l'application de la charia. Hein. C'est ce que les créateurs ont décidé en 1928. Hein. Nous sommes bien d'accord. Alors, en deux étapes. Tout d'abord, il faut réislamiser la population musulmane qui est présente en Europe, lui faire prendre conscience. Ça, c'est par exemple le travail qu'on a vu par des personnes telles que Tarek Ramadan, notamment, qui appellent à une citoyenneté musulmane, aux musulmans d'être présents, mais en tant que musulmans dans la sphère citoyenne. Et une fois, en effet, qu'on a re-islamisé suffisamment cette population musulmane, eh bien, on essaye partout d'appliquer la charia, par le port vestimentaire, dans les écoles, dans les entreprises, et au plan politique. On Alors pourrait pas. le rapport pointe la propagande. On va la qualifier de radicale, une fois pour toutes, la propagande radicale islamique, salafiste, hein, euh, dans les écoles, dans les universités, dans les clubs de sport, dans les entreprises, dans les réseaux sociaux, avec, bien évidemment, dans tous ces domaines, l'entrisme. Et le rapport signale que le secteur éducatif, je cite, hein, apparaît comme la priorité de la branche française des frères musulmans à un degré qui le distingue des homologues européens. Il y Bien a sûr, donc parce que vraiment l'idée de la domination culturelle. alors, de deux façons. C'est d'une part, bien sûr, il y a un enseignement musulman propre. Hein. On a vu notamment l'affaire du lycée avait été rompue par l'éducation nationale, mais rétablie au Conseil d'État, où c'est pas la
première fois qu'on voit quand même qu'il y a quand même un certain nombre de complaisances Là, on parle du lycée pour Averroès, non, je crois. ouais, du lycée Averroès. Notamment, on reprochait notamment d'avoir accueilli des prédicateurs proches de l'obédience des frères musulmans. Ah oui. Le contrat d'éducation avait été rompu. Je rappelle que le lycée n'avait pas été fermé, mais on avait rompu le contrat d'association, hein, et le contrat d'association a été rétabli par décision, alors là, du tribunal administratif dans un premier temps. Mais Je crois, oui. quand on voit les décisions du Conseil d'État, il y a quoi on peut avoir toutes les craintes, notamment que le contrat soit rétabli, notamment par le Conseil Oui. d'État, contre Voilà. toutes les complaisances du Conseil d'État, notamment vis-à-vis de l'islamisme et vis-à-vis notamment d'un certain nombre Ah, là, d'associations on musulmanes. est en train, Voilà. François, de vous perdre Alors, parce en que le effet, il y a deux règle. choses. Il y a imposer une éducation musulmane, mais dans l'éducation nationale même, voilà, Là, l'éducation François, on est en nationale train de. qui est un François, maillon si je faible peux me aujourd'hui en permettre, France, si vous parce que m'entendez, là, on est en train de, on est-ce est que en vous train de m'entendez là? vous perdre, là. Moi, je vous entends très bien. Eh oui, mais alors là, il y a eu une toute petite période pendant laquelle la communication n'a pas été très bonne. On parlait du Et lycée là, Averroès et j'en oui, profite pour signaler quand même que dans le rapport, il est indiqué qu'on avait trouvé des ouvrages contraires aux valeurs républicaines, notamment des ouvrages sur le rôle de la femme qui correspond pas du tout, pas du tout à ce que la République conçoit, et puis également un problème de financement irrégulier. Vous m'entendez là? entre autres, oui, de subventions qui seraient venues de pays étrangers, entre autres, voilà. Là, je vous Voilà, entends très bien. voilà. Alors, que- alors pour quelle raison, bon, là le rapport, bien sûr, ne dit pas grand-chose, hein. Bon, il pointe la dissimulation, la quête de légitimation, l'islamophobie comme instrument, hein, de Oui, l'entrisme, hein, de l'emprise, hein. Je répète, hein, quand même que l'islamophobie est un concept rhétorique qui a été créé par les frères musulmans et qui a été employé jusqu'à la nausée, hein, par tous les prêcheurs de gauche, hein, en tête, bien sûr, la France insoumise, hein, mais il faut dire aussi que le rapport, et ça c'est intéressant quand même, met en évidence deux discours. Le discours dit officiel et le discours dit officieux. Il est admis maintenant que les, 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 les frères musulmans peuvent très bien ne pas apparaître comme des frères musulmans et tenir un discours tout à fait compatible avec la République, tout en étant un deuxième discours. Un peu comme les nazis, du reste, avaient une conscience privée et une oui. conscience publique, qui n'était pas la Oui, même, hein. n'oubliez pas qu'Hitler, quand il avait demandé les Sudètes, il l'avait fait au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, il Bien savait sûr, bien sûr, bien sûr. que la Et FDL quand met il en a avant. et le premier décret sur l'euthanasie, c'est pour donner une mort miséricordieuse, hein. Voilà, on sait très bien que c'est passé. Voilà. Là, c'est un petit peu pareil. Ça me fait passer à cette phrase, vous savez, de Necmettin Erbakan, l'ancien Premier ministre turc, qui est le père spirituel d'Erdogan, hein, du mouvement Refa, qui lui était le mouvement Refa comme l'AKP, qui sont directement liés aux frères musulmans. Erbakan disait, avec vos lois, nous vous coloniserons, et avec Voilà. nos lois, nous vous dominerons. C'est-à-dire qu'on utilise en quelque sorte les lois, alors que la France a fait le même, mais également les accords internationaux, parce qu'aujourd'hui on parle de loi, mais la France est pieds et poings liés par des accords internationaux, et en premier lieu par la Convention européenne des droits de l'homme et Ouais, par la Cour qui européenne nous des droits de ligote l'homme. complètement, oui, oui. Alors, il faut rappeler quand même que la Cour européenne des droits de l'homme est présidée désormais par un dénommé Mathias Guillaumard, un Français, qui se trouve avoir été dans ma promo à Sciences Po, et je me rappelle de lui comme un militant très, très à gauche. Donc, aujourd'hui, celui qui préside la CEDH est un Français, mais dont les idées sont très, 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 très marquées à gauche. Et on sait que notamment la CEDH, à chaque fois, donne raison à des militants islamistes et même Bien sûr. à des terroristes islamistes. Elle a fait droit notamment à un certain nombre de revendications à des terroristes islamistes les protégeant sous notre droit. Et je pense que la France, en effet, devrait revoir son droit, notamment d'abord la primauté du droit français et des engagements internationaux, Bien sûr, la notamment hiérarchie des normes, bien sûr, bien sûr. sur la Et bien question sûr. de la CEDH. Et je pense que les frères musulmans, eux, utilisent subrepticement
et de façon très habile notamment, tout l'arsenal juridique qui a été bâti en théorie pour protéger les libertés fondamentales, mais qui défendent plutôt leurs offensives à eux. Du reste, dans le rapport, il est bien dit que la Turquie, qui veut entrer en Europe, qui veut entrer dans l'Union européenne, enfin dans la désunion européenne, hein, et je cite, l'épicentre moyen-oriental de la confrérie. Alors bien sûr, il y a une filiation. L'AKP, en effet, le parti de la justice. D'ailleurs, souvent les partis s'appellent parti de la justice et du développement. L'AKP, en turc, ça veut dire parti de la justice et du développement, mais les mêmes mouvements issus des frères musulmans ont la même nomination au Maroc, en Jordanie, par exemple. Donc, en effet, la Turquie est puissante d'une part parce que l'AKP est au pouvoir. C'est un peu différent l'AKP parce que notamment ils sont en coalition juridique avec des nationalistes et que les islamistes initiaux, notamment le fils d'Erbakan, se sont séparés et ont repris leur propre vie. Donc la situation de la Turquie est un peu plus différente, mais il y en a au moins des organisations très importantes comme Biligorus, qui est très présent en Europe, qui contrôle un certain nombre de mosquées, d'associations musulmanes turques, en effet, est une véritable force de frappe au service des frères musulmans. Alors, j'essaye de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Je mets en cause, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, et on va conclure là-dessus, la naïveté, l'indécision, l'attentisme, le conformisme moral, la corruption, parce que je pense que le Qatar, l'Arabie saoudite distribuent de l'argent, hein, et achètent, hein, le clientélisme électoral, la domination culturelle de la gauche et prioritairement le racolage électoral, quoi. Bon, parfois, des élections se gagnent à 50 voix, et ce sont les 50 voix qu'on va chercher euh, auprès, euh, euh, auprès des extrémistes, hein. Nous sommes d'accord là-dessus ou pas? Est-ce que vous Bien voyez sûr, tout à fait. d'autres causes possibles? Mais la cause essentielle, la grande cause au début, c'est quand même l'immigration. Ah ben bien L'immigration sûr, de masse, c'est la c'est première, oui, c'est la voilà. première, bien sûr. Voilà. Oui, Et en oui, vous avez sachant que raison, bien sûr. l'immigration, c'est la cause essentielle. Hein. Je pense que le salafisme, ça n'a pas poussé dans les plaines en Normandie. Hein. Et en fait, l'immigration, c'est la grande cause. C'est d'une part, vous avez la conjonction de l'immigration de masse et de l'abandon pour la France de ses valeurs, de ce qu'elle est, d'une France qui ne s'aime plus, qui ne se fait plus respecter, d'une laïcité qui va à volo, et en même temps, ce choc-là donne en effet aux islamistes, en effet, toute la velléité, la capacité de pratiquer chez nous. Alors, vous avez parlé également des complicités, elles sont très fortes. Il y a des pseudo-intellectuels, on pourrait les citer, hein, François Burga, Vincent Gesser, qui sont des gens, en effet, qui font la courte échelle au État islamiste. Et puis, il y a un parti également aujourd'hui structuré, qui est la France Insoumise, qui ne cache pas qu'il est le porte-parole de revendications musulmanes, hein, le très laïcard et franc-maçon, paraît-il, Jean-Luc Mélenchon a dit récemment que une fille musulmane ne pouvait pas enlever son voile puisque c'est Dieu qui le commandait. Eh bien, très bien, on a maintenant l'imam Mélenchon qui en plus se fait le relais, le porte-parole de l'interprétation de la Oui, charia. C'était une bonne on a nouvelle. le commandeur Mélenchon. Ben voilà, oui. Voilà. Oui. Et puis également, vous avez parlé, nous aurons des élections municipales en 2026. Alors, on semble dire que le danger, ce sont des listes dirigées par les frères musulmans. En général, vous avez des listes souvent qui sont d'obéissance turque, mais qui ont fait 1 ou 2%. Le danger, à mon avis, beaucoup plus fort, ce sont des élus de gauche, bien sûr, en bonne partie, LFI de gauche, mais également certains, entre guillemets, du centre et de droite, qui prennent notamment des gens qui sont issus de la mouvance des frères musulmans et qui font porter dans leur municipalité, à partir du moment où notamment l'électorat musulman qui s'est ainsi constitué devient décisif, amène dans leur municipalité un certain nombre de voix. Alors on peut citer un certain nombre d'élus. Hein. On sait qu'il y a notamment Azzedine Taibi Astin, alors qui est plus ou moins issu de la France insoumise, hein, qui porte un certain nombre de revendications. Mais Monsieur Jean-Christophe Lagarde à Drancy, on a vu son épouse à qui il a repassé la mairie pendant un moment nous faire un discours voilé dans une mosquée, Oui, hein, oui, j'ai vu ça, oui, oui. du jamais vu. On pourrait parler En d'autres, présentant son mari comme maire honoraire du reste, voilà, de mieux en mieux. avec toutes C'est les encourageant casseroles parce qu'il que a. c'est encourageant parce qu'en effet, on donne encore un rôle à son épouse. Voilà, donc c'est Voilà, non, pas non, tout. oui, oui, oui.
tout n'est pas encore Tout, perdu, pour reprendre votre ouais, sens ouais, de l'humour, cher Gilbert Collard. Mais en 2026, en effet, il va y avoir des municipalités, un électorat qui va se mobiliser. On voit la France insoumise, d'ailleurs, qui commence à se compter. Et on voit le maire de Marseille, de façon édifiante, hein, ah Benoît oui, Payan, dire qu'il poursuivra en justice tout propos islamophobe. Or, je rappelle que l'islamophobie, ce n'est pas la détestation des musulmans, c'est la contestation de l'islam, qui n'a rien à voir. Je rappellerai ces propos d'un prof de philosophie, pourtant très marqué à gauche, que j'ai eu à Sciences Po, Henri Pénard-Ruiz, qui a été un compagnon de route, notamment de Mélenchon, qui s'est fait exclure de la France insoumise. Pourquoi? Parce qu'il a dit on a le droit d'être islamophobe comme on a le droit d'être christianophobe ou judéophobe, à partir du moment où ce vocable consiste à critiquer, voire ne pas aimer une religion, mais ne pas s'en prendre, bien sûr, aux gens, en effet, aux croyants de ces religions. Et en effet, l'islamophobie, à partir du moment où c'est notamment le fait de ne pas aimer ou christianisme islam est tout à fait acceptable, comme peut l'être la christianophobie, la judéophobie, la bouddhophobie, ou je ne sais pas ouais. quoi. À partir de là, eh bien, même si on critique l'islam, monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan, qui court après la France insoumise, qui court, elle, après un électorat musulman qu'elle veut voir se constituer, si vous voulez, a menacé de poursuivre tous ses opposants Oui, j'ai vu politiques ça, oui, s'il y avait oui. un propos islamophobe. Par exemple, si vous opposez à la construction d'une mosquée en infraction, puisque la mairie de Marseille, je le rappelle, va vendre un terrain à une association de Comoriens pour vendre une mosquée, pour édifier une mosquée, ce qui est une contravention à la loi de 1905, eh bien, M. Benoît Payan menace en effet les personnes de poursuite dans une ville, cher Enfin, il y a Gilbert une bonne Collard, que vous nouvelle. connaissez bien. On va conclure là-dessus. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Muselier et Vassal se sont rendus compte qu'ils finançaient une structure qui était en lien avec les frères musulmans et qu'ils ne vont plus la financer. Benoît Payen, c'est le maire, vous savez, qui a supprimé pour les cartes de vœux de je ne sais plus quelle année la croix sur Notre-Dame de la Garde. Tout est dit. Voilà, bien sûr. Tout est dit. Voilà. François Constantini, merci pour cet entretien. On se permettra, si vous le voulez bien, de revenir vers vous assez régulièrement, si vous êtes Avec grand disponible, hein, plaisir, cher Gilbert euh, Collard. pour, Je suis euh, toujours disponible pour pour vous. travailler sur la réflexion des événements qui nous assaillent aujourd'hui, hein. On a besoin de clarté et vos lumières ont été bien utiles dans ce monde